Bonjour à tous et bienvenue sur Middle Earth SBG France. Je me retrouve de nouveau avec Guillaume. On se retrouve pour le deuxième épisode pour des analyses d'équipe pour le tournoi de qualification à la Nations Cup qui va être fait à Anse le 14 et 15 septembre prochain. N'hésitez pas à voir la vidéo précédente qui va vous présenter l'équipe de l'Ultime Alliance. On va tout de suite commencer par la présentation de l'équipe. Passons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me présenter, s'il te plaît? Mais je vais te présenter avec joie. Donc nous avons notre ami PA ici présent qui a été sélectionneur et autoproclamé capitaine de cette équipe. Ouais, c'est la dictature chez nous. Il n'y a pas le choix. Donc PA Dixit Gorbag. Nous continuons avec notre petit Quentin de compétition que vous connaissez tous maintenant. Dixit Barbecue. Barbecue, c'est vous qui voyez. Ensuite, nous avons un Coco, Ibrahimovic, Amandil, enfin Pierre, Adrien aussi. Son pseudo c'est Décalogus. Décalotégus. Et ensuite, nous avons notre Quentin, Fléau Lepreux. C'est ça. Donc des Parisiens qui ont finalement réussi un peu à se mélanger. Ce qui a été reproché a été fait, ça y est, c'est terminé. Donc on récupère un peu des joueurs un peu de différentes régions, bon surtout de Paris, parce qu'on est quand même 4 encore. On se mélange mais pas trop. Et on récupère aussi des très bons joueurs de tournoi aussi dans notre équipe, qui ont un peu faim de revanche aussi, et qui sont prêts à montrer un peu ce qu'on a dans le ventre. Ouais. Non, c'est... Encore 6 joueurs qui vont montrer un peu tout ce qu'ils ont, effectivement. Vous êtes pareil que l'autre équipe, c'est-à-dire c'est des vieux de la vieille, ils sont bons. On a tous fait au moins le WTC. On a tous fait le WTC, d'ailleurs. Il y a la Nations Cup qui a été faite par... Nations Cup qui est faite par Amandil. Amandil, Quentin en a été l'arbitre. Donc on a vu un peu comment ça se passait. Nous, on prend les arbitres dans l'équipe. Vise l'arbitre. C'est plus simple. C'est plus simple, c'est plus simple. Donc assez content de l'équipe, on va bien s'amuser. On a moins de pression, on n'est pas dans l'équipe qui a été avec le premier sélectionneur. Donc on y va un peu sans pression, avec du plaisir. C'était important dans notre équipe d'avoir des listes qui nous correspondent, pas forcément les plus compétitives, mais qui nous correspondent et qu'on sait jouer avec. Donc on a hâte d'y être. Nous avons du coup les gardes de Théodred, donc une légion légendaire. Ça commence bien, bien les gars, voilà. Ça fait que commencer. Voilà, et par contre assez populeuse, 48 figurines. Est-ce que tu peux nous la présenter plus en détail, s'il te plaît? Avec plaisir, je vais reprendre un peu ta phrase. Du coup, on va voir une armée constituée de 4 troupes assez similaires. Du coup, en général, on va retrouver Théodred, qui est obligatoire avec son petit cheval et son bouclier. Parce que bon, c'est quand même le général, donc il faut quand même qu'ils soient un peu plus protégés. Plus protégés que les autres. On a ensuite Elfhelm, qui est cette fois-ci à cheval. Grimbold, Grimslade. D'accord. Lui, on le voit jamais, mais bon, c'est un héros qui est dans la Légion, auquel on a accès. Donc il est là. Et on finit la 4e troupe par un capitaine, qui est également aussi à cheval. Et derrière, c'est tout un savant mélange de guerriers du Rouen améliorés en Mingas pour avoir accès à la force 4, voire force 5 avec la hache. Et de gardes royaux en javelot aussi. Tout ça, les Elmingas, les gardes royaux, ils sont full javelot. On a aussi 11 éclaireurs du Rouen pour avoir un peu de longue distance, pour avoir des bons archers. Et on a 2 Elmingas avec bannière, parce que pourquoi pas, et 2 gardes royaux à cheval pour avoir quand même aussi pas mal de mobilité dans l'armée. Donc pour les bonus d'armée de cette légion légendaire, alors la plus importante, on va dire celle qui est plus impactante. Toutes les figurines de l'armée sont gardes du corps de Théodred. Donc toutes les figurines vont pouvoir passer des tests de bravoure automatiquement, réussir automatiquement, tant que Théodred sera en vie. C'est ça, très pratique. Voilà. Ensuite, les javelots sont considérés aussi comme des lances tant qu'ils n'ont pas été lancés pendant le tour. Et la dernière, c'est que Théodred remplacera Théoden pour le combat en plus en charge. C'est ça. Donc la règle Arise Rider of Théoden.
Voilà. En fait, Théodred. Plus de précision, hein, dis donc. Donc tous les cavaliers qui vont charger à 12 pouces et qui seront à 12 pouces de Théodred vont gagner plus 1 en combat. Donc on passe avec un capitaine combat 5, les gardes royaux combat 5. Ouais. Donc c'est quand même assez sympathique sur le papier parce que comme on avait dit, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, chez le mâle, 90% du temps, c'est du combat 4. Voilà. Donc là, on a une armée assez populeuse de 48, comme on avait dit, des forces 4, comme tu as dit, avec les Émingalas. Les H, ça fait passer ces Émingalas la force 5. On a des combats 4 qui se baladent un peu partout. Les éclaireurs qui amènent quand même des arcs avec des tirs à 3+. Donc ça fiabilise quand même pas mal de tirs. Il y en a 11. Il y en a 11, donc il y a quand même beaucoup de tirs à longue distance. Voilà. Et en plus, deuxième règle spéciale des éclaireurs, c'est qu'ils peuvent bénéficier d'un tenez bon n'importe où sur le champ de bataille. Il n'a pas besoin d'être à 6 pouces d'un héros. Donc si Théodred se fait tuer rencontreusement, les tenez bons des autres héros peuvent quand même faire tenir tous les éclaireurs. Donc pour tenir des objectifs en fin de partie, c'est parfait. Le problème c'est qu'ils sont pas à cheval, donc il va falloir les envoyer hyper loin. C'est ça. Mais bon, on a les gardes royaux à cheval pour ça. Alors si on veut représenter un peu Théodred, est-ce que tu peux le présenter vite fait, puisqu'on l'a déjà fait dans la vidéo précédente? C'est ça, donc là Théodred ça va être le général, donc il va être joué quand même un peu plus sereinement et avec plus de sûreté dans ses actions, parce que s'il a une possibilité de charger, il est obligé de charger, donc il peut vite se faire grignoter ou appâter par l'ennemi, mais ça reste un profil quand même très létal, très agressif, parce qu'il a 3 attaques de base. Avec le cheval, il va monter à 4 attaques en charge. S'il charge, il va pouvoir relancer tous ses jets pour blesser. Donc 8 dés pour relançable pour blesser des figurines en face, c'est quand même très solide. Par contre, c'est quand même assez fragile. Malgré la défense 7, il a que 2 points de vie et 1 point de destin. Donc, attention. Ouais. Il a que son combat 5 qui peut quand même faire mal. Il a la frappe, ce qui est intéressant. Donc c'est un bon profil de tueur, mais en tant que général, effectivement, c'est un peu le bémol de cette légion. Ça pêche à ce moment-là. Derrière, on a Elfen, donc qui est également à cheval, donc pour un peu plus de mobilité, un peu plus d'impact. Il va être surtout là aussi pour faire un peu d'harcèlement grâce à son javelot, comme on l'a dit sur la vidéo précédente. Il a un javelot, il a droit à des relances sur ses jets de touche, sur les in the way et sur les jets de blessure. C'est gratuit, on prend. Puis bon, en charge, on a des petits guerriers à combat 3, ça, il peut quand même faire le taf. Et derrière, dernier héros nommé, ça va être Grimbold, qui a... Alors le profil n'est pas ouf. Un peu mou. Un peu mou. Surtout que là, il va pas avoir de soutien qu'on pourrait mettre quand on prend un calotte lorien. Donc là, il aura qu'un seul soutien, parce qu'il a en fait une arme à 2 mains et pas d'autre arme de base. Donc à chaque fois qu'il combat, il va avoir systématiquement -1 pour gagner le combat. Bon, il a 3 points de puissance pour corriger ça. Mais bon, c'est chiant d'utiliser les points de puissance pour gagner le combat. Mais en contrepartie, c'est un bon combattant, parce qu'il a quand même combat 5, 2 attaques. Et s'il gagne le combat, la moindre blessure qu'il afflige grâce à sa hache à 2 mains, ça coûte 2 points de vie. Donc, s'il y a des petits couples de héros qui sont avec Théoden, plus Grimbold, etc., ça peut quand même créer des petites surprises assez sympathiques pour one-shot un héros, tout simplement. Théodred. C'est pas grave, t'as dit Théoden, c'est pas grave. Tout le monde comprend. Ça se ressemble, c'est la même chose. Les derniers héros, le capitaine, tout simplement pour apporter une marche. Son bouclier. Puis avec sa règle spéciale à portée de Théoden, à portée de Théodred. Il a combat 5, donc il peut quand même faire des petits trous dans la ligne adverse. Toujours assez sympathique. La grosse force de l'armée, c'est tous ces javelots. Il y en a énormément. Donc on espère faire des trous avec les javelots et terminer au combat derrière. Ouais, donc une liste intéressante quand même, hein, avec des plus et des moins au niveau des héros. Le général est très fort, mais peut sauter très vite. C'est ça. Grimbold apporte toute la force 4, mais en contrepartie, il a cette hache qui le pénalise quand même pas mal. Pas mal, ouais.
Celui qui est à cheval avec son javelot, Elfelm avec un nom à coucher dehors là, il a quand même son javelot relançable, tout ça, donc ça peut faire quand même un peu de dégâts cette histoire. Et tous ces javelots, comme tu dis, il y a un bon harcèlement, il y a quand même pas mal de mouvements, donc au final, vous pouvez vite arriver sur des objectifs, etc. Exactement. Et puis la force 4, faut pas la négliger, avec la force 5, ça peut être compliqué. C'est ça, donc on espère que le combat 4 va suffire pour pallier tout ce qui est horde avec très peu de défense, etc. Typiquement, ça peut faire plaisir, quoi. Typiquement, cette liste contre les Nazgûl, les Nazgûl, ils sont pas contents. Ils sont pas super efficaces là-dessus. C'est-à-dire qu'il va y avoir, les seuls créatures à tuer, en fait, ça serait les héros. Les héros, ils seront planqués très vite. Donc, en fait, vraiment là, pour les Nazgûl, à part faire des Black Dart, pas grand-chose à faire contre ce genre de liste qui est au corps à corps. Si jamais Théodred, on l'a bien caché, quoi. C'est ça. C'est fini pour notre première liste, enfin votre première liste, et nous passons du coup à la deuxième liste du bien. Cette fois-ci, j'ai révisé. Donc, cette fois-ci, Alliance jaune, mais on peut pas être parfait. Mais elle est quand même intéressante. Enfin, moi, personnellement, je l'aime bien. Donc, on commence avec de l'Arnor, de Domaine de 38, Khazad-dûm et Lothlórien. Voilà. Vous avez 40 figues. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail? On va commencer par la troupe du général, qui nous provient du coup de la Lórien, en la personne de Galadriel. Comme d'habitude. Toujours là. Elle va mener du coup 6 guerriers Galadrim, 3 gardes de la cour Galadrim, et un petit elfe sylvestre avec bannière. Parce que mine de rien, avec sa petite carte elfique, c'est pratique. On verra par la suite, effectivement, ouais. Pour continuer sur le côté elfe, on a rajouté un petit Legolas qui a un cheval pour un peu plus de polyvalence et un petit cavalier de Mirkwood et une sentinelle elfe sylvestre. Et là on va attaquer du coup la grosse phalange de l'armée. Donc on commence par les troupes naines qui seront menées par un roi nain. Il y aura du garde de Khazad, des guerriers nains, dont un avec bannière. Deuxième bannière dans l'armée, et pour terminer on a la partie Arnor avec Arvéduit qui va mener 10 guerriers d'Arnor. Il y aura 2 rangers et 3 archers hobbits, parce que bon, c'est toujours le rôle de petits pisteurs, mais qui sont beaucoup plus efficaces. Exactement. Donc une armée assez cosmopolite, c'est-à-dire 4 troupes, 4 régions différentes de la Terre du Milieu. Voilà. C'est un peu à notre image de notre équipe. On va dire ça. Des troupes, des héros et des troupes vachement intéressantes, parce qu'effectivement l'Arnor avec Arvéduit c'est un héros moyen mais qui est quand même assez costaud. Un roi nain toujours mieux qu'un capitaine, donc vachement bien d'avoir un roi nain. Tu vas expliquer par la suite ce qu'il y a. Galadriel qu'on a déjà expliqué. Donc on va pas revenir là-dessus, mais je te laisse expliquer peut-être tous les... Ça. Donc on a la partie, on va dire, elfe, qui est vraiment la partie qui va emmerder, pour rester poli, l'adversaire, puisque bon, Galadriel va apporter sa magie, et tu as la sentinelle qui va venir l'aider pour déplacer des figurines ou des choses comme ça, et notre petit ami Legolas qui va tuer les montures, charger des figurines, parce que comme il est à cheval, il va être un peu plus polyvalent, un peu plus offensif sur la fin de partie, mais qui va être du coup une menace tout au long de la partie, grâce à ses tirs et après son combat. Les elfes, c'est toujours chiant d'affronter des elfes, c'est combat 5, c'est une lame elfique. En cas d'égalité, c'est souvent les elfes qui vont gagner. Donc qui vont avoir des lances pour soutenir les nains, Arvéduit, etc. Donc qui va apporter la bonne valeur de combat. Et le combat 6 aussi pour 3 gardes qui vont venir embêter les héros combat 5 du mal. Qui sont assez même pratiques. Les héros combat 6 en vrai. Parce que du coup ça oblige les combats 6 à se dire est-ce que je fais une frappe pour espérer gagner le combat, parce que s'il y a une égalité, pénible quoi, de se faire embêter par perdre un tour sur des guerriers à la con, on va dire ça. C'est chiant. C'est pénible. Très pénible. Et après derrière, on a du coup le roi nain et ses Khazad qui vont apporter le fer de lance de la phalange, parce que ça va être défense 7, donc ça va bien encaisser les figurines adverses, la force 4 notamment.
B, ça va aussi taper très bien, parce que ils ont force 4, ils ont des haches, ils ont une hache à 2 mains si besoin aussi. Je sais pas, si on arrive à mettre 2 piquets sur une situation particulière, il peut prendre sa hache à 2 mains, tailler, passer à force 5, équivalent du coup à force 7 avec sa hache à 2 mains. Ça peut être sympa quand même. Et puis tu as des petits guerriers nains avec bouclier, donc défense 7 toujours, eux qui pourront gérer un peu les flancs, se protégeant derrière la bouclier, toujours pénible. Et derrière, le roi nain du coup va apporter un combat 6 supplémentaire, pratique, et la marche, qui manque dans l'armée, sinon on n'a pas de marche. Et du coup, c'est un bon héros pour taper un peu la troupe. Puis défense 8, donc il tank. C'est ça. Donc pas facile à aller chercher. C'est le 3e combat 6 qu'on a dans l'armée. Galadriel, son combat 6, c'est toujours intéressant d'avoir son combat 6 pour avoir des égalités au cas où. Mais avec Legolas et le roi nain, ça fait déjà 2 combats 6 contre des guerriers, contre une liste du mal. Ça peut être pénible. Voilà. Toujours pour aller chercher les capitaines adverses, pour chercher les troupes, etc. Ils sont assez fiables. C'est ça. Et derrière, en dernière troupe, on retrouve du coup Arvéduit avec 10 guerriers d'Arnor qui vont être apportés la 2e ligne, qui est aussi solide du coup, parce que la combat 4 et défense 6, donc c'est quand même très intéressant. Le petit X, il a bravoure 2, donc son affront de la terreur, c'est un peu pénible, qui va être contrebalancé par les ailes, par les nains. Donc toujours assez bien. Et on a un peu de tir aussi un peu partout. On a des tirs chez les orques, chez les hobbits, chez les elfes, pour créer un peu des menaces aussi un peu à distance. Pour revenir sur Arvéduit, parce que du coup on l'a pas encore trop présenté, il a que combat 5, mais il a 3 attaques, 3 points de puissance, et il a la frappe notamment. Donc il peut quand même aller taper de la troupe, il peut quand même aller chercher du héros adverse avec la frappe. Il a en plus la défense, donc il le rend vraiment polyvalent sur son action héroïque. Soit il peut venir embêter en faisant la frappe, soit en disant on va en défense et on bloque le héros adverse. Il a un tenez bon à 12 pouces, ce qui est quand même pratique pour sauver les Arnor ou pour protéger des objectifs en fin de partie. Et par contre le petit Hic, il a que défense 6, 2 points de vie et qu'un seul point de destin. Donc il est quand même assez fragile, donc s'il y a un combat qui se passe pas très bien, il peut quand même sauter assez rapidement. Mais bon, au milieu de la phalange, ça reste quand même une plaie d'avoir un gros héros à combat 5, défense et frappe, à 3 attaques avec une lance derrière. On passe à 4, si jamais il y a des gardes. Ça passe à 5 attaques, plus les bannières, parce que du coup il y a quand même 2 bannières pour assurer des relances sur toute la phalange. Pour 80 points, avoir un héros Valor avec autant de choses, je trouve que c'est plutôt agréable, en tout cas comme héros. C'est comme un mini Théodred, quoi. Ouais, exactement. Donc non, c'est une figurine qui est assez sympa d'avoir sur une table. Du coup, le but de l'armée, donc c'est une armée quand même qui est très bonne en défense, parce que du coup, elle peut affronter quand même beaucoup de choses avec sa magie, avec son corps à corps, avec ses tirs, etc. Mais en manière d'agressivité, elle peut quand même répondre présent grâce au héros, quoi. Et puis même les 6 milliards de Khazad, ils font pas rigoler. C'est ça. On les sous-estime un peu et c'est un peu la fin de certains héros, des petits héros mineurs ou même des troupes. C'est des trucs très solides. C'est clair. Donc pour continuer dans la veine des armées du bien, on va présenter la 3e. Donc, je suis toujours bien. C'est bon. Donc Alliance Verte, cette fois-ci, on revient sur une Alliance Verte, Rohan Gondor. Rohan Gondor, 46 figurines. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Alors c'est une alliance Minas Tirith Rohan un peu plus classique, on va dire. On commence du coup par le contingent de Minas Tirith, les vrais bonhommes. Les velus. C'est pas le Rohan, ça? C'est sûr, je sais pas. On commence du coup par la troupe du général, donc on retrouve Boromir, tout équipé, la bannière, le cheval, etc., etc., qui va être soutenu par Sirion, un petit héros de Minas Tirith assez sympathique, et d'une baliste. Au niveau des guerriers, c'est un mix entre guerriers de Minas Tirith avec bouclier, garde de la fontaine avec bouclier et des rangers, tout à fait classique. Et pour la partie Rohan, on a du coup Gamelin, il vient apporter du coup quelques guerriers du Rohan, des gardes royaux à cheval et 4 éclaireurs du Rohan, dont 1 à cheval. Et pour terminer, on retrouve Dernhelm, parce qu'on ne pouvait pas prendre Théodred. Toujours pareil, la même figurine, Éowyn Merry. Exactement. Donc on garde
Du coup, on garde les 2 bonus d'armée. On garde du coup le +1 en bravoure pour toutes les figurines qui ont le mot-clé Gondor. Et on a pour les cavaliers qui chargent du Rohan le +1 en force. Donc c'est une armée ouais, assez sympa qu'on voit pas très souvent. De toute manière, avec Boromir, on va généralement récupérer du combat 4 pardon, avec des gardes fontaines pour les faire passer à combat 5 grâce à la bannière. On en expliquera un peu plus en détail. Une baliste qui va permettre vraiment d'embêter en fait des flancs de l'adversaire pour choisir où il passera. Et des guerriers du Rohan qui apportent effectivement une grosse mobilité avec des éclaireurs comme on a présenté tout à l'heure, qui peuvent avoir des tenez bons de partout sur la table au final. Donc, très pratique quoi. Oui, bah, c'est ça, on a vraiment la phalange de Minas Tirith et du Gondor là, pour tenir en haleine toutes les autres phalanges. Combat 5, la bannière à 6 pas de Boromir, la défense 6 voire 7 sur comment est fait la formation. Ça risque de bien tenir. Boromir, on ne peut pas le présenter. C'est 6 points de puissance, 3 points de volonté, 3 points de destin, 6 en combat. 6 en combat, 7 avec la bannière. Exact. On a le corps du Gondor qui lui permet de gagner un combat si l'autre est en surnombre et qui rate son test de bravoure avec sa figurine. La défense, la frappe. C'est un blablabla. très bon général qui apporte autant pour l'armée que pour une figurine individuelle au final. C'est ça, parce que du coup, grâce à sa bannière, il peut quand même se permettre de rester un peu en arrière. En retrait. Il aura toujours un effet sur les figurines autour de lui, donc c'est quand même très pratique. Derrière, on a Sirion, donc, qui est un bon petit héros aussi, qu'on voit pas si souvent, mais il a quand même un profil tout à fait classique d'un capitaine du Gondor. Très honnête. Combat 4, défense 6 parce qu'il n'a pas l'armure lourde, mais il a 3 points de puissance. Et par contre, il gagne une petite règle spéciale qui lui permet d'avoir +2 sur ses jets de bravoure pour charger un ennemi terrifiant. Et ça, du coup, pour le coup, c'est quand même très pratique sur une méta bien contre mal, parce que souvent, il y a beaucoup de choses terrifiantes dans les armées du mal. Passer à bravoure 7, c'est vachement intéressant. C'est clair, c'est clair. Donc, assez pratique, et puis en plus, il a la frappe. Donc une frappe à 55 points, on prend tous les jours, c'est pratique. Tout le temps. Et ensuite, sur la balise, comme tu as dit, là, il n'y en a qu'une. On a vu une liste où il y en avait 4. C'est pas tout, du coup, c'est pas modéré. On est plus calme, elle n'est pas du tout on n'est pas du tout dans la même optique, elle est plutôt là pour annuler une partie du champ de bataille, comme tu as dit, pour diriger l'armée adverse vers un point qu'on a envie, où on veut combattre, tout simplement. Et derrière, la troupe du Rohan, elle est surtout là pour apporter un peu de nombre, parce que le guerrier du Rohan est quand même un peu moins cher que le guerrier de Minas Tirith, et surtout de la mobilité grâce aux 3 cavaliers qu'il a. Gamelin apporte la marche, il est là tout simplement pour ça, et ses 3 points de puissance. Et Darnhem, c'est l'électron libre, c'est la pause gratuite, c'est le punch en plus pour titiller un peu les flancs adverses, parce que du coup là, en charge, alors à sa force 4, donc ça peut être pratique pour tuer un peu les troupes adverses. Puis embêter les Nazgûl, les Nazgûl et toutes sortes de magiciens, parce que avec sa résistance à la magie, elle est quand même assez à droite pour ça, dans ce domaine. Et puis elle apporte en plus la résistance héroïque avec Miri. Donc si besoin, on a quand même un petit dé supplémentaire à 6 pas pour toutes les figurines pour résister à un sort. Contre les 9, ça peut être pratique. Contre AOL, ça peut être pratique aussi pour protéger ses héros, pour gagner un peu de temps. Donc, sauf que là, on est sur une des armées, enfin en tout cas du bien qu'on vient de présenter, les plus polyvalentes. Elle peut prendre à peu près tout quand même. Elle est autant défensive qu'offensive. C'est ça. Elle peut aller vachement loin avec les éclaireurs et les cavaliers pour récupérer les objectifs, qui seront très bien dans ce poste, parce que le Rohan généralement est très bon dans la prise d'objets. Puis il y a quand même 46 filles, mine de rien. Et des héros qui frappent. Des héros qui frappent, donc on a quand même un peu de nombre pour créer des petits surplus sur les côtés pour faire des 2 contre 1, empêcher les soutiens, etc. Et je pense que là c'était le plus gros général, en tout cas dans le roster. Sur les 2 listes, oui. Parce que l'autre c'est Galadriel. T'es Galadriel et Théodred. Un peu moins méchant. Galadriel et Théodred, là on a vraiment le patron, quoi. Là c'est le tonton qui est présent dans la liste. Voilà. Donc non, vachement sympa.
Donc nous continuons vers cette lancée. La quatrième, bien sûr, mais une alliance verte. Eh oui. C'est ça qui est intéressant, une On alliance s'est joué verte. fluff aussi. Bah, je vois ça. Et c'est pas n'importe quelle alliance verte, on la voit pas si souvent que ça. On l'a vu à l'international, mais pas en France, pas trop. L'armée de la ville, avec Braga et tout le soin. La vraie armée de la ville. Les traîtres, tout ça, voilà. Et la compagnie de Taurin. Exactement. Une armée de 56 figurines, donc là on joue un peu sur le peuple, sur la populace. Avec du garde de la ville, on n'a pas... On n'a pas trop le choix. Voilà. Du coup, pour faire simple, on a 4 troupes de Lagville. Donc on a une troupe menée obligatoirement par le maître de Lagville, quand même. On met le papa Lagville dans la liste, qui sera le général du coup, à cause de la dernière fac sortie. Il y aura également Alfred qui va mener sa petite troupe, Braga et un capitaine qui va mener du coup 47 gardes de Lagville. Superbe. Super. De l'arc, de la lance, pas de lance. De l'arc et de lance. Voilà, on fait simple. Et derrière, par contre, on a un peu les Avengers qui viennent sauver un peu la ville de New York, là. Toute la ville de Lagville, là, qui est en train de se faire taper par un dragon. On se retrouve du coup avec Taurin sur poney, Dwalin sur poney, Nori Dori. Ça fait Doritos, allez, on est bien. Et Ori sur poney. Ok. Voilà, donc là, on a normalement notre pool de puissance, nos Avengers, pour sauver un peu la petite ville de Lagville. Et oui, et du coup, en plus avec cette alliance verte, on vous gardez les bonus. Exactement. Donc les bonus de maître de Lagville, où ça passe de 6 à 12, son bonus. Exactement, sa bannière et son plus en combat. Et le dernier bonus d'armée de la compagnie de Taurin, c'est que tant qu'il y a un membre qui a à moins de 3 pouces de Taurin, peut relancer les 1 pour blesser. Donc c'est quand même assez sympathique quand on va blesser sur du 3, 4, 5 plus. La relance du 1 peut faire plaisir. Donc là, les pièces qui sont intéressantes, c'est clairement les héros. C'est ça. Enfin, sans les héros, il n'y a pas d'armée. C'est clair. Tu peux pas recruter de guerriers, donc voilà. On est bien. Il y a beaucoup de synergie au final dans les armées de Lake Town, et il y a beaucoup de synergie chez avec les nains. Exactement. Parce que du coup, le garde de Lagville, ici, il est juste là pour bloquer l'adversaire, pour l'empêcher de trop tuer, enfin de bloquer, etc., etc. Par contre, toutes les synergies vont se faire au niveau des héros. Donc chez les Lagville, le maître, Alfred et Braga vont bien pouvoir jouer ensemble correctement. Alfred, grâce à, comme on l'a dit, comme on l'a vu précédemment, va redonner en fait, grâce à ses points de volonté, des points de puissance sur le maître de Lagville. Ou Braga. Notamment, ou Braga, voire même le capitaine. Du coup, grâce à ça, le maître de Lagville va pouvoir quand même faire plus souvent sa bannière, parce qu'il doit dépenser 1 point de puissance pour déclarer sa bannière, et ils sont plus en combat. Donc on va passer de combat 3 à combat 4, ce qui est quand même pas mal contre le... Très correct. On va pas se mentir. Ce qui est suffisant. Sur un 12 en plus. Ouais. Sur 12 de portée, c'est quand même pas mal. Braga, lui, peut aussi profiter d'Alfred s'il y a besoin, mais il va surtout profite aussi du maître, parce que tant que le maître a de la volonté, il va pouvoir déclarer des actions héroïques gratuites sur du 4+, tant qu'il a 6 pas du maître, sachant qu'il a quand même la marche héroïque, donc ce qui est pratique, et la défense. Ouais. Donc pour bloquer régulièrement, pour faire des élans, etc., c'est quand même très pratique. Et le dernier petit bonus de Braga, lui il a de base combat 4, du coup avec la règle du maître, il passe à combat 5, et là, contre du Bnal, plus sur la même, hein. Exactement. Il prend l'avantage sur la valeur de combat. Pareil que pour le capitaine, du coup, qui passe de combat 4 à combat 5. Bon, lui, il va juste venir apporter la marche et essayer de grignoter un peu l'armée adverse. Quoi. C'est quand même Braga, c'est quand même un héros qui est assez pénible avec ce maître de Lagville, parce qu'en fait, au final, il peut faire des marches où tes défenses attirent l'arigot sans souci, gratos. En notant aussi que le maître de Lagville, bon, alors il arrive tout nu avec son pyjama, bien sûr, mais il a quand même 2 attaques. Il a 2 attaques. Et ça, c'est pas mal. 2 attaques, mais désarmées. Mais aussi, il a cette espèce de règle spéciale où il a
l'adversaire doit choisir un héros à lui qui aura un sac de billes, on va dire ça comme ça, un sac d'or. Et si jamais il arrive en combat ou... C'est ça, il arrive au contact socle à socle avec Braga. Braga va devoir faire un test de bravoure et s'il est raté, il fuit. Ça dégage, sachant qu'il a bravoure 3. Exactement. Donc c'est pas évident. C'est un truc à protéger, il y en a qui a 47 mecs pour le protéger, normalement ça va. Ça devrait aller normalement. Il est safe. Ouais, il est safe. Ensuite, on va s'attaquer à la partie naine. Bah au velu là, c'est là le velu. Petit, trapu et velu. Moi ça me rappelle quelqu'un, mais je vais taire son nom. Du coup, on attaque la troupe naine par son leader, entre guillemets, qui n'est pas le général, donc qui va pouvoir aller au charbon un petit peu. Ah ouais. On parle bien sûr de Thorin, qui est quand même un héros pour son coup en poing génial. Ah bah bon sûr. Parce que du coup, on arrive sur un profil, on va dire, type de roi nain, quoi. Donc il a combat 6, défense 7, parce que bon, il n'a pas une armure lourde, il a qu'une armure simple. 3 attaques, force 4, 3 points de puissance, 3 points de volonté, 3 points de destin. Ouais. Une machine, une vraie bonne machine à tuer pour moins de 100 points. Hein. C'est ça. Donc c'est quand même énorme. Et avec des actions héroïques plutôt convenables quand même, parce qu'il a la frappe, la force, bon, et le challenge. Bon, pas foufou. On va utiliser la frappe. Exactement. Il a son petit poney pour l'aider à se déplacer un peu plus rapidement, parce que le mouvement de 5 quand même c'est pas terrible. Ouais. Donc, alors, le poney, le problème c'est que si on veut charger, le poney. Voilà. Il faut faire un test de bravoure. Et il n'y a pas de bonus de charge. Il n'y a pas de bonus de charge, mais bon. Généralement, c'est vraiment juste pour l'emmener directement dans la ligne adverse et puis il sort et il meule tout le monde. Exactement. C'est un peu pour bien le positionner, pour peut-être prendre un objectif en fin de partie s'il est encore sur son poney, etc., etc. Puis bon, avec sa bravoure 6, normalement, le test de bravoure pour charger, ça devrait aller. Là, on passe au numéro 2, au bras droit. Là, on est sur du très costaud, ce que n'apporte pas Thorin, Dwalin va l'apporter. Exactement. Donc il a toujours son petit poney aussi, pour les mêmes raisons. Pour le déplacer un peu plus rapidement, pour le placer. Il arrive quand même avec une sacrée pelletée d'hache. Etc. Donc il est plus offensif, mais moins bien protégé. Par contre, il arrive avec un pelleté d'équipement, une pelletée de règles spéciales qui fait vraiment que le mec, il est là pour taper. Donc il se retrouve quand même avec 2 haches, un marteau. Et un marteau à 2 mains, donc on a le choix de comment il tape, toujours avec 3 attaques. Il est costaud, donc le marteau à 2 mains, il n'a pas de malus pour le manier. Donc voilà, 3 attaques très bien. Plus 1. Il a aussi une règle qui lui permet de ne jamais être considéré comme désarmé. Pourquoi pas. Dans la méta actuelle, c'est pas très utile. Les gobelins, juste les gobelins de chaman noirs, ouais. Qu'on voit plus trop. Voilà. Et dernière règle spéciale, il est sans peur. Donc, qui est vachement intéressant. Là, qui est intéressant. Il est là pour aller taper les gros monstres, les trucs monstrueux, les trucs qui causent de la terreur, donc c'est parfait pour lui. Et en termes d'action héroïque, c'est simple, la frappe, la force. Comme s'il avait besoin de la force. Mais bon. Alors, force 5, c'est bon. Et là, nous passons du coup aux 3 frangins. C'est vrai. Dori, Nori. Donc Dori. Donc Dori, Nori, on va dire que c'est un peu les 2 petits capitaines nains qui sont là pour embêter en fait la phalange adverse. Puisque tout simplement, il y en a un, ils ont tous les 2 combat 5, 2 points de puissance. Donc eux, ils sont vraiment là pour aller avec un petit soutien, aller taper la troupe adverse. Pas forcément aller taper du héros, etc. Mais pour aller grappiller un peu les troupes adverses. Alors il y en a un, Dori, qui a 3 attaques, mais la force héroïque. Et Nori a que 2 attaques, mais plus 1 pour blesser, parce qu'il a son arme à 2 mains avec la règle maître d'armes, pas le malus sur le jet de duel, et jamais considéré comme désarmé. Ouais. Et il a la frappe. Donc il peut aussi, si besoin, aller chercher un petit héros, un petit monstre, etc. qui traîne, et l'embêter par sa frappe en fin de partie. Donc voilà, eux ils vont être là pour aller un peu tailler dans la phalange adverse. Dans le vif. Exactement. Comme si c'était pas suffisant déjà avec les Thorin et deux gaziers là. Et le dernier, le dernier sur poney, le petit frère ou le grand frère, je ne sais pas. Le petit Ori. Et du coup, lui, il est vraiment en rôle de soutien. C'est pas un combattant du tout, il a un profil de merde. Mais c'est quand même le petit Legolas, on va dire, le petit Legolas de la compagnie de Thorin. Il apporte en fait 2 règles spéciales notamment, et c'est pour ça qu'il est sur poney d'ailleurs, pour pouvoir avoir un peu plus de mobilité et le placer correctement. Pour sa première règle spéciale, déjà, chroniqueur. C'est-à-dire que s'il y a un héros nain, enfin même un nain,
de manière générale. À moins de 3 pouces de Ori et qu'un monstre ou un héros est tué par ce nain, il peut choisir de regagner soit un point de puissance, soit un point de destin, soit un point de volonté qui a été précédemment utilisé. Ce gadget, mais ça fait toujours plaisir, parce que c'est vrai qu'on manque de beaucoup de puissance dans cette liste, on n'a vraiment pas assez, donc ça peut être sympa d'organiser. Le deuxième règle spéciale, c'est lié un peu à son équipement, parce qu'il a un petit lance-pierre, donc s'il ne bouge pas, il peut tirer 2 fois. S'il bouge de moitié de mouvement, il pourra tirer qu'une seule fois. Il tire plutôt bien, ce qui tire à 3+. Et la règle spéciale dit que si Ori fait un 6 pour toucher, il n'y a pas besoin de faire de jet pour blesser, pas besoin de faire de jet de trajectoire. La figurine, enfin la cible, prend tout de suite une blessure. Sauron, Balrog, Smaug, ils ont qu'à bien se cacher. Même combat, hein. C'est une blessure. Une blessure. Et pas 6 naturel. Pas besoin d'un 6 naturel, à moins que ça ait été fac. Donc c'est-à-dire qu'avec son petit point de puissance, mine de rien, ça peut faire planer une petite menace. Ça fait une petite surprise dégueulasse. Ouais. Exactement. C'est une armée du coup très populeuse du coup, parce que 56 figues, alors on n'a pas beaucoup de défense, donc ça peut quand même partir très vite. Très vite. Hein. Mais on peut quand même infliger énormément de dégâts grâce à tous les héros notamment, qui ont quasiment tous combat 5 pour aller dans la phalange adverse. Puis il faut gérer les 56 figurines, hein, parce qu'avec la marche qui va arriver très vite, parce qu'avec Braga qui a toujours ses points de puissance qui arrivent toujours constamment, les combats 4 qui arrivent, au final ça va être une armée qui s'éclate très facilement pour récupérer tous les objets, aller chercher tout le monde. Au bout d'un moment, l'adversaire va te faire un choix de savoir je me concentre sur quoi. Donc voilà, le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de bannière. Donc on prie un peu sur le temps long pour, s'il y a un scénario à bannière, qu'on ait le temps d'aller chercher la bannière adverse. Donc voilà. Et puis comme il y a tellement de héros, s'il y a 1 ou 2 magiciens en face, ça va être compliqué pour eux de tout gérer. Quoi. Oui, il faudra qu'ils choisissent. Exactement. Donc cela clôture la fin de la présentation des listes du bien, ce qui nous amène à celle du mal. Alors celle du mal, on va commencer les hostilités avec... Des petits gobelins. Comme la ville. Donc Alliance Jaune, 78 figurines, l'Alliance Jaune comporte du coup Goblinville, mais les habitants de Mirkwood. Exactement. On s'est dit là, faut jouer un peu de nombre, parce qu'on n'en a pas assez dans le bien, donc côté mal on va jouer du nombre aussi. Donc on commence par du roi gobelin, 3 capitaines Grina, il y a un petit Gollum aussi, hein. Autant en profiter, qui se balade, avec beaucoup de gobelins. Et on a aussi une troupe de mercenaires, hein, parce que pourquoi pas, hein, on a besoin un peu de mobilité, il va en manquer dans cette liste, vous allez voir. Du coup on a aussi une petite troupe de mercenaires pour popper, et on a une troupe alliée avec ça, donc avec la Spider Queen, la reine des araignées, avec une nuée de chauve-souris et un warg des ombres, pour aussi avoir un peu plus de mobilité dans cette armée-là. Ouais. On se retrouve, du coup, on n'a pas les bonus d'armée, mais on se retrouve du coup avec une armée avec 2 monstres. Le roi gobelin est peut-être un des meilleurs généraux aussi du jeu. Oui. Parce que combat 6, force 5. Beaucoup trop de règles. Défense 5, ce qui est pas ouf, mais on a un point de destin et une règle spéciale qui annule les blessures sur les 3+, à moins que ça soit des lames elfiques ou de la magie. Donc bon, contre le bien, la magie c'est pas très grave, mais les lames elfiques par contre ça risque de popper, donc il faudra quand même faire un peu attention. Il n'y a pas non plus que des elfes en face. Non, c'est il va y avoir 2 gros trucs, du coup, effectivement, avec sa reine des araignées. C'est ça. Et du coup, il y a une deuxième source de projeté, du coup, avec la reine des araignées, qui elle, par contre, qui est très fragile, et qui est très offensive, et qui a un mouvement tellement énorme pour avoir des angles de projeté, de projection sur les objets, etc., ou d'assassinat, qui est vraiment un outil très très important dans cette liste. Un profil du coup qui est très offensif grâce notamment à sa force 6, ses 2 attaques, mais la règle charge monstrueuse qui va du coup lui apporter un 3e attaque, un renversement, etc. Elle ignore tous les terrains difficiles, donc elle peut charger vraiment comme elle veut. Et tu rajoutes à ça, côté offensif, le venin, elle peut relancer tous ses jets pour blesser. Et du coup, ça pour un assassin, c'est quand même génial. Très one shot. C'est pas aussi létal qu'un Gulavar, mais pour moi, c'est quand même niveau 2 quoi. Niveau du prix qu'elle coûte, non, elle est hyper rentable. Hein, c'est une araignée. Et elle a en plus une règle spéciale, donc elle peut dépenser ses points de volonté pour faire popper des essaims.
de nuées. Alors, en termes de profil, c'est de la merde, mais on peut les popper jusqu'à 3 pouces d'ailes, et les nuées peuvent bouger au moment où elles sont popées de 10 pouces. Donc pour aller contrôler des objectifs, contester, détruire des réserves, sortir d'une table, etc., c'est royal. C'est un enfer. Exactement. Donc, et c'est vrai que le côté gobelin, même s'il y a une troupe de mercenaires, la mobilité c'est pas ouf. Et du coup, juste avec cette figurine là, bah on peut tout faire. Ça apporte tout. Puis elle apporte le work des ombres qui peut charger un peu tout, n'importe quoi, même s'il voit rien. Exactement. La chauve-souris qui va baisser la capacité de combat de moitié inférieure. Exactement. Surtout qu'en affrontant du bien, il n'y a quand même pas énormément de héros qui causent la terreur. Ouais, généralement c'est chez les elfes, mais sinon tous les autres ne sont pas terrifiants. Ouais. Donc ça veut dire que pour la nuée de chauve-souris, elle peut vraiment être utilisée à bon escient pour le faire, quoi. Et on a Gollum en plus, qui permet de le faire également avec son anneau. Ouais. Donc il y a quand même pas mal de choses pour gêner les héros adverses, assez de troupes pour encercler l'armée adverse, pour le dépasser sur les côtés, pour passer, etc. etc. C'est de la chair à canon, on peut les sacrifier. Alors il faut quand même faire attention, parce qu'une fois que la bravoure est là, une fois que la démo est là, plus personne. C'est compliqué, parce que le roi gobelin peut tenir une fois, parce qu'il est héros de légende, mais après derrière c'est bravoure 3. Un peu compliqué. Donc il faudra faire quand même attention à bien manager ses troupes, pour pas se faire piéger. Il y a quand même une bonne synergie au niveau des gobelins, parce que Grina apporte sa petite règle aussi qui est intéressante, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de la partie, enfin du tour, ils peuvent interchanger deux gobelins. Et c'est à n'importe quelle phase, il peut le faire avec le roi gobelin. Et il peut le faire avec le roi gobelin. Donc c'est quand même assez pratique, ouais. On peut charger avec Grina, déclarer le swap with me, mettre le roi gobelin au combat alors que l'autre ne l'avait pas prévu. Ou le désengager. Ou le désengager parce qu'il est dans une situation catastrophique. Compliquée. Donc il y a quand même pas mal de petites choses à faire là-dessus. Bon, après les capitaines ils sont là pour faire de la marche. Ça va pour mourir pour la gloire du roi gobelin. Exactement, apporter de la puissance de manière générale. Les dernières petites surprises de la liste quand même, donc ça reste toujours sur le roi gobelin. Ouais. Parce qu'on a quand même oublié de dire que le roi gobelin c'est quand même force 5, burly avec une pioche. Oui. À 2 mains, ouais. Donc ça tape quand même très sévère. Très fort. Mais il a un petit tir spécial, donc s'il a un petit gobelin au contact de son socle, il peut le prendre, le sacrifier et le lancer sur une figurine adverse. Et si cette figurine adverse est touchée, déjà, elle se prend une touche de force 8, elle est jetée à terre automatiquement. Donc si c'est une cavalerie, ça peut être intéressant, hein. Le cheval qui se bat, etc., etc. Et pour terminer un peu tous les petits... une partie des tricks quand même de l'armée. Il y en a beaucoup quand même, je trouve. Il nous reste la petite troupe de mercenaires. Donc c'est une troupe en fait qui n'est pas forcément déployée en début de partie, elle peut être gardée en réserve. Et à partir du tour numéro 2, le capitaine peut faire un test de bravoure. S'il est réussi, le joueur qui le contrôle choisit si ça rentre ou non en jeu. S'il est raté, c'est l'adversaire qui choisit. Et deux choses. Soit il y a un terrain qui est éligible, qui peut recevoir toute la troupe, et dans ce cas-là, la troupe de mercenaires doit rentrer dans cette pièce de terrain de manière obligatoire, donc il faut que tous les socles rentrent. Et s'il n'y a pas d'option disponible, c'est par un bord de table. Donc ça peut apporter des choses très intéressantes sur les scénarios de déplacement, d'objectifs, etc. etc. C'est quand même une pièce maîtresse. De traversée également. Ouais. Parce que ça peut mettre une pression à l'adversaire, il faut que l'adversaire garde ça en tête, parce que s'il ne fait pas attention sur reconnaissance et qu'il y a 6-7 gobelins qui sortent comme ça de manière gratos, c'est dommage pour lui. Une sorte de camp et tout, c'est une plaie. Hein. Exactement. Donc 11 gobelins qui peuvent popper comme ça n'importe où, c'est comme une grosse épine dans le pied, il faut manager tout ça, l'anticiper, c'est compliqué. Il faut réfléchir. Oui. Alors que Gobelin Vide n'a pas besoin de réfléchir. C'est ça qui est bien, c'est que le joueur qui le joue ne réfléchit pas trop, par contre l'autre il faut qu'il fasse gaffe, quoi. Exact. Donc c'est une armée qui est quand même assez intéressante dans sa population. Exactement. Autant au niveau du nombre que dans sa diversité. Par contre, quand même pas mal de petites faiblesses, pas de bannière. Pas de bannière. Donc sur les scénarios de bannière, faut quand même avoir le temps pour essayer d'aller choper la bannière adverse. Et très sensible au tir, parce qu'on n'a que de la défense 3. Ouais. Donc s'il y a beaucoup de javelots ou beaucoup d'arcs, qu'on voit quand même de manière un peu plus récurrente dans le bien en ce moment, ça peut aussi prendre vite la mort. Mais bon, 78 figurines, forcément ils vont popper super facilement, mais il faut quand même les tomber les 78. C'est ça.
Puis ça va dépendre des scénarios, quoi. Si c'est un déploiement en milieu de table, il y a quand même plus de chances d'aller au combat que si c'est face au tir, alors que si c'est un scénario Storm the Camp, bah, on va peut-être pas les mettre face à du tir. Puis pas besoin de se poser de questions au niveau des lances, de qui se met devant ou quoi. Tout le monde est une lance, tout le monde peut tabasser par-dessus son copain. C'est ça. C'est un monticule de chewing-gum vert là, ou rose, pardon, c'est insupportable. Voilà. Tout pour faire. Ouais, on est bon. Donc nous continuons avec une armée pur sang, comme tu dis si bien. Angmar, 42 figurines. Une armée que vous allez certainement reconnaître, parce que ça fait 2-3 ans qu'elle sort régulièrement sur nos tables de jeu. Voilà. Donc c'est une armée qui est menée par le roi sorcier, sur ombrellé, avec 3 points de puissance, 14 points de volonté, 3 points de destin, une ombrellée, la couronne et un fléau. Histoire 2. Histoire 2, parce que vous allez voir qu'il peut avoir son utilité pour plus tard. On a un être des Galgal, le Dwimmerleg sur cheval, un deuxième Nazgûl, histoire de dire qu'en termes de magie, c'est pas suffisant. Une ombre, pour gagner plus facilement les combats, et un capitaine tout court, du coup, pour amener la marche, tout simplement. Et derrière, c'est un méli-mélo de beaucoup d'orques, de chevaucheurs, il y a un petit chevaucheur qui se balade, 2 wargs des ombres et 3 spectres. Et il y a un orc quand même avec bannière, quand même, faut pas déconner. Donc pour un total de 42 figurines, on joue sur les forces de Langmar du coup, puisque là c'est une armée pure, donc le bonus s'applique. Donc tous les orques à moins de 3 pouces d'un esprit va causer la terreur. Esprit héroïque. Enfin, héros, oui. Les spectres ne comptent pas là-dedans. Exactement. Donc c'est les sinon, héros. Ça serait vraiment beaucoup trop facile. Donc on a 4 héros esprits. Du coup, quasiment toute l'armée va pouvoir causer la terreur. Liste toujours une pine dans le pied à chaque fois qu'on joue contre. Exactement. Un roi sorcier toujours burné avec autant de magie qu'il faut. La Black Dart, les volontés sapées, les paralysies, les contraintes, les machins, les Stylefire, on va pas le présenter. Lui, pareil, il a la strike. Avec la couronne, c'est plus du bonus cette couronne. Exactement, parce que du coup, sur ombrellé, il gagne la partie charge monstrueuse. Donc quand il va charger, il va avoir 4 attaques, du coup, grâce à la couronne. Il va pouvoir avoir la possibilité de renverser des figurines d'infanterie, de cavalerie ou les monstres de moins de force 6. Et du coup, avec l'être des Galgal, il y aura un petit combo à faire grâce à l'ombre, le Dwimmerleg et le fléau. C'est que l'être des Galgal va pouvoir mettre à terre une figurine, va pouvoir engourdir une figurine, et cette figurine ne va pouvoir rien faire sur du 4+, si elle ne résiste pas. Exactement. Du coup, le fléau, là, demain, c'est-à-dire qu'il a force 4, force 6 de l'ombrellé, plus 1 pour blesser grâce au fléau. Autant dire que le roi sorcier, là, il va pouvoir se faire plaisir et tuer facilement n'importe qui. Avec l'ombre à côté, on réégalise l'arme à 2 mains. Exactement. C'est plutôt intéressant. Puis même l'ombre, oui, exactement, l'ombre va pouvoir faire son aura au -1 de combat. Autant en profiter maintenant, parce que à partir de quelques semaines, ça sera plus possible avec la sortie du nouveau supplément. Donc faut en profiter. Mais du coup, avec sa puissance, etc., ça peut aussi contrebalancer. Mais là, ce qui est important aussi dans cette histoire, avec l'être des Galgal, l'ombre, et la magie des Nazgûl, ça va être le Dwimmerleg, qui grâce à sa règle spéciale va pouvoir annuler les points de puissance, les points de volonté et les points de destin utilisés par les héros ennemis sur un 4+, en dépensant des points de volonté également. Donc on peut empêcher les héros de résister, on peut empêcher les héros d'utiliser des points de puissance pour faire leur 6 sous l'ombre, etc. Et là, en fait, nous, on n'a pas de puissance, mais dans notre armée, mais l'armée adverse va être drainé de sa puissance ou de ses caractéristiques héroïques grâce à Dwimmerleg. Et une fois que tout le monde est à poil, là, la magie des Nazgûl, de l'ombre, etc. va pouvoir peser sur l'armée adverse. Ouais, on est sur une armée de contrôle magie, c'est anti-héros. Assez anti-héros, voilà, avec un plus en plus pour ajouter de la couronne, relance possible d'un dé de volonté. Pour jeter un sort. Ouais. Pour jeter un sort. Ce qui est quand même assez agréable quand on a de la magie. Exactement. Une petite paralysie où on fait un quart 2, on n'a pas envie de mettre un point de puissance, on relance.
Voilà, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. On est vraiment là juste pour essayer de tabasser un maximum avec ce -1 de l'ombre. Elle se déplace, une armée qui se déplace vite quand même, hein, parce qu'il y a au moins 4-5 personnes qui ont du mouvement de 10. C'est ça. Sans compter le roi sorcier bien sûr. Donc, et on a ça, et on a en plus la marge du capitaine, donc on peut quand même gagner facilement du terrain. Et la dernière petite épine de la liste, c'est quand même les 3 spectres. Parce que là, qui vont pouvoir jouir un peu aussi des malus en bravoure faits par les Nazgûl. C'est-à-dire que les spectres, ils ont une règle spéciale, une lueur hantée est en eux. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir choisir une figurine ennemie, elle va lui dire, toi, tu fais un test de bravoure. Si tu le réussis, t'es tranquille, pas de souci. Mais si tu le rates, je peux te bouger de la totalité de ton mouvement. Comme la sentinelle. Comme la sentinelle, exactement. C'est-à-dire que pour sortir une figurine d'un objectif, pour sortir une bannière, pour sortir une cible tentante pour les Nazgûl, ça peut être très très bien. Très très fort. Alors maintenant, il y a des hicks dans cette armée, quand même, elle est fragile au tir. Très fragile au tir, donc, parce que défense 5 maximum. Défense 5, et le roi sorcier, malheureusement, avec la fac, il est vulnérable au tir. Exactement, parce que maintenant, il ne peut plus se cacher derrière des figurines. Non. Il peut se cacher que derrière des décors ou des monstres. Je crois que peut-être les monstres sont dedans pour créer des trajectoires, mais maintenant il ne peut plus se cacher derrière sa petite phalange pour se protéger des tirs. Donc il faut quand même faire attention parce qu'il y a quand même maintenant pas mal d'armes de siège, pas mal de petits snipers, etc. Donc le bien a beaucoup de tirs, le bien finalement. C'est ça. Donc après, une fois qu'il est au combat, il est au chaud. Parce que il ne pourra pas tirer. C'est un enfer. Le joueur du bien ne peut pas tirer dans ses combats. Mais voilà, il faut quand même faire attention sur comment on déplace son roi sorcier. Puis le 2 Emerald aussi, il faut faire attention, parce que finalement il n'a pas de points de puissance, donc en fait les points de destin peuvent très vite tomber. C'est ça, c'est une chance sur 2. Voilà. Donc, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2, et le 4+, c'est la variation la plus totale. Donc il faut faire attention aux 2 Nazgûl, mais bon, après au bout d'un moment, quand tout le monde est au corps à corps, ils sont plutôt safe. Exactement. Mais voilà. Donc c'est un peu l'armée coup de poing de notre roster. Parce que c'est ce qu'elle sait faire de très bien, encaisser beaucoup moins bien. On l'a déjà vu dans les tournois, elle roule bien, en tout cas, elle a toujours bien roulé. Ça admet pas l'erreur non plus. Une erreur, il y a beaucoup trop de qui sautent. Elle est pas si nombreuse que ça pour avoir peu de défense. Par contre, cette ombre avec ce -1, ce Dreamer Lake qui fait en sorte que la puissance des adversaires s'amenuit comme neige au soleil. Normalement, les héros ne pourront pas trop tailler dans le grade de notre armée. C'est ça. Parce que géré par la magie ou par l'ombre. Et grâce à l'ombre, normalement, les guerriers orques devraient avoir le dessus, au moins sur le gain des combats. Tuer, on sait pas, mais au moins sur le gain des combats, ils peuvent le faire, ils ont plus de chance. Une bonne petite liste. Oui. Qu'on apprécie. On apprécie. Et donc nous allons conclure la présentation de ces magnifiques listes d'armées, parce que pour l'instant elles étaient toutes intéressantes, avec 2 saloperies que vous connaissez si bien, tu me biperas. Que vous connaissez déjà. Donc, sans conteste, l'AOL et l'Empereur Dragon. Donc l'AOL, on va revenir sur l'AOL, Musgur, Druzag, un chaman gobelin, un capitaine orc et un warg. Et un chef de meute. Et un chef de meute warg. Donc là, la différence avec la première qu'on a expliquée. Ouais. Elles sont très minimes, puisqu'on a toutes les 2 60 figurines. Donc on vous invite à aller regarder l'autre vidéo, parce qu'on va pas s'étendre dessus. Exactement. Mais du coup, plus de trackers. Et moins de chevaucheurs. Moins de chevaucheurs. Sinon, c'est globalement la même chose. Attends, voilà. On est sur du 60 figurines, armées très nombreuses. On continue à avoir des menaces un peu partout avec les araignées, les chauves-souris et le chef de meute pour bien montrer à l'adversaire que le Druzag il peut envoyer de partout. Donc on ne sait pas trop où la menace peut tomber, mais ce qui est sûr c'est qu'elle va tomber. Voilà. C'est ça. Et donc, il nous reste du coup l'empereur pour terminer. Voilà. La seule différence qu'il y a avec la liste précédente de l'Ultime Alliance, c'est que nous on a fait le choix de prendre Rutabi, comparé au Chevalier Dragon. Son combat 6, son maître stratège sur du 3+, nous a convaincus. On perd que 2 figurines dans l'histoire. Très intéressante. Et on a du coup un peu moins de Dragon Noir. Mais sinon, c'est
quasiment la même stratégie, hein, c'est très polyvalent, ça va vite et ça tape. Voilà, donc en 2 mots pour expliquer Rutabi quand même, parce que comme elle vient d'apparaître, on peut donner un peu de lumière. Rutabi, donc comme tu as dit, combat 6, force 4, la défense c'est une défense de 7, 3 attaques, 3 points de vie, on a 3 points de puissance, 2 points de volonté, 2 points de destin. C'est du lourd hein, quand même pour un héros à pied, enfin pour un héros mineur comme ça, elle apporte vraiment beaucoup. Je trouve. Comme héros d'Evergur. Comment? Et comme héros d'Evergur. C'est pas un si petit héros que ça. Hein. Peu importe, en tout cas elle est très très forte, et puis ce Master of Battle sur du 3+. C'est génial. Ouais, la rend hyper fiable sur une table. Et surtout emmerdant pour l'adversaire parce que il va falloir qu'il se passe à plus de 6 pas de Rutabi pour pas qu'on nous profite de ses actions héroïques. C'est un peu gênant. Après, elle peut tailler le gras dans la troupe adverse assez facilement. Elle a de la strike. Elle peut avoir ses 2 piquets derrière sans aucun souci. Voilà, il y a de quoi se faire plaisir. Cette Rutabi va conclure la présentation de toutes les listes d'armées qu'a proposé votre équipe. La meute du destin. La meute du destin, voilà. Voilà. 8 listes, on doit encore réfléchir sur quelle liste on va prendre, parce qu'on est en train d'analyser un peu ce que nous proposent nos adversaires, que vous allez pouvoir découvrir sur les vidéos suivantes. C'est pareil, hein, là, pour le coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste prédominante. Alors, on connaît les personnes, on connaît leur appétence sur certaines listes, mais en vrai, si on regarde vraiment juste niveau liste, elles sont toutes pas mal. Et à noter qu'il n'y a pas de mordeur chez les Paréniens. Il n'y a pas de mordeur. Petite surprise. Il y a un marre. Ouais, on reste dans la veine. On ne pouvait pas tout avoir non plus. Non, mais du coup, on a fait le choix aussi d'avoir beaucoup de listes assez polyvalentes, assez nombreuses, parce qu'on se trouve quand même 2h30 de partie, il faut du nombre déjà pour tenir la durée, et que le nombre aussi a joué... est vraiment important sur le résultat des parties, sur les objectifs, la prise de map, etc., les traversées. Donc on a fait le choix là-dessus. On a quelques armées un peu plus spécialisées, notamment Langmar par exemple. Mais sinon, tout le reste, c'est normalement assez polyvalent, assez peu affronté, un peu tout. Il y a forcément des forces et des faiblesses dans chacune des listes. On va pouvoir essayer de combler au moment des pairings grâce au scénario et à l'équipe qu'on affronte. Et du coup, avec toute cette sachemie, j'espère qu'on va pouvoir faire des miracles. Je vous le souhaite, hein, les gars, je vous le souhaite, en tout cas avec vous là. En tout cas, si vous avez des conseils sur les fake lists ou des avis à donner sur les listes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est important, on pourra y répondre. Ça peut nous aider, ça peut aider nos adversaires, ça permet d'échanger avec la communauté, c'est important. Parce que c'est surtout pour ça qu'on joue et qu'on fait ces vidéos-là, hein, c'est d'avoir des échanges avec la communauté. Les petits pouces. Voilà. Au niveau des affrontements qu'on a sur notre équipe, en première partie, donc on a l'Ultima Alliance, comme vous le savez déjà. En deuxième partie, on joue contre les Italiens. Donc on continue sur notre lancée. En troisième partie, on va affronter les Indésirables. En quatrième partie, on va affronter les 6 chasseurs. Et en dernière partie, les Pousse-toi devant. Donc, comme tout à l'heure, on affronte tout le monde. Et, ça vous annonce des grosses journées. Exactement. Il va falloir rien lâcher sur ces 5 affrontements. Ainsi se termine du coup la présentation de mon équipe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous aimez notre travail qu'on fait avec Carpu et d'autres participants à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à la cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Salut! Salut tout le monde!